Dans le cadre de cette réflexion sur les enjeux liés aux problématiques de mobilité, de centralité, de polarité, je vais essayer de dresser dresser un bilan des réflexions que je suis en train de faire depuis quelques années, à la fois en tant qu'urbaniste au sein de notre agence FGP, avec Louis Paillard notamment, et en tant qu'architecte. Donc c'est une réflexion qui est à la fois liée à ma pratique d'architecte et à ma pratique d'urbaniste. Ce qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années, c'est les sols. C'est le sol, les sols, toutes les natures de sols. Parce que je considère qu'aujourd'hui, ces questions de modalité, ces questions d'urbanisme sont extrêmement liées à la qualité de l'espace public qu'on va pouvoir installer dans chacun de nos projets urbains. Et pour moi, l'espace public, c'est avant tout la nature du sol, son usage, ses pratiques, par qui il est parcouru, quel mode d'accessibilité à ces sols on va pouvoir définir, quel mode de liaison et de relation on va pouvoir envisager entre les différents espaces publics, les différents sols d'une agglomération et du centre à la périphérie. Donc, je vais vous montrer trois visions qui un peu résument imparfaitement ces réflexions. Une première qui est notre travail sur ce qu'on est en train de faire au sein des FGP avec Louis Paillard à Eurorennes. Et puis, dans un deuxième temps, une petite réflexion sur, là aussi, alors, la façon dont j'envisage un peu l'avenir de ce travail sur les sols, qui pour moi va être une manière de renouveler complètement la perception de l'espace public de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de grande mutation à la fois de toutes les pratiques qui peuvent être envisagées sur l'espace public, à commencer par celles liées à la circulation automobile. Les choses évoluent de manière très, très rapide. Et on peut envisager que les sols de l'espace public vont devenir des espaces flexibles, réversibles, avec des mutations simultanées. Et c'est cette petite réflexion que je voudrais vous montrer. Et puis, dans un troisième temps, parler d'une étude qu'on fait depuis aussi quelques années, dans le cadre d'une réflexion sur le Grand Paris, et également, là aussi, se poser la question du sol à travers deux points de vue. La recherche de nouveaux fonciers, de nouveaux territoires comme récepteurs de pratiques, d'usages nouvelles, c'est-à-dire notamment à travers la question du logement et comment un certain type de logement, une certaine typologie de logement pourrait intervenir, s'implanter dans des fonciers nouveaux. En l'occurrence, là, on a fait une étude assez complète sur les territoires des centres commerciaux. Et à travers cette étude, montrer que là encore, le problème du sol est un élément à la fois fondateur et essentiel de cette réflexion. Donc Eurorennes, c'est un enjeu considérable pour l'agglomération rennaise. Ça a été dit en début de matinée, hein, la LGV va arriver jusqu'à Rennes, qui va mettre l'agglomération à 1h20, 1h30 de la région parisienne. Donc c'est évidemment un changement considérable à la fois économique et technologique. Mais avant tout, c'est aussi un enjeu urbain formidable. C'est l'occasion d'une transformation, d'une mutation de cette partie de la ville qui est pas tout à fait dans le centre historique, mais qui va devenir le centre de la métropole à travers la mutation de ce qui est le cœur de cette opération, à savoir le pôle multimodal. Donc là, on est en plein dans cette idée de réflexion multimodale. La gare aujourd'hui accueille et va accueillir les nouvelles lignes TGV. Elle accueille tout le transport régional par voie ferrée. Elle accueille évidemment tous les systèmes collectifs de transport de l'agglomération et également deux stations de métro. Aujourd'hui, il y a une station de métro. Demain, il y aura deux stations de métro. Donc il s'agit d'un événement considérable qui va augmenter de manière assez forte ces enjeux d'intermodalité
autour et à partir du centre de l'agglomération. Donc ce qu'on peut, pour nous urbanistes, il y a un enjeu évidemment qui est extrêmement important, c'est comment redéfinir cette centralité, comment faire de cet endroit, de cet endroit dont on voit qu'il est, de ce lieu dont on voit qu'il est cisaillé, coupé en deux par les voies ferrées. Évidemment, Rennes n'est pas une gare de bout de ligne, donc la ville est traversée par les voies ferrées, et cette césure a évidemment engendré beaucoup de dysfonctionnements, à commencer par ce problème de centralité, c'est-à-dire d'un côté de la gare au nord, on est dans le centre, de l'autre côté, on est dans quelque chose qui n'est plus considéré comme le centre, mais comme quelque chose qui est derrière la gare, et donc des espaces publics qui sont complètement déconnectés. Donc l'enjeu pour nous, c'est avant tout de reconnecter ces deux espaces de part et d'autre des voies ferrées, qui doit également travailler. Alors on parlait de topographie tout à l'heure, il y a aussi une donnée topographique essentielle qui fait que sur ces deux graphiques là, que vous pouvez voir, la topographie originale de cette partie de la ville a été mutilée quand on a installé au XIXe siècle l'espace pour la gare. Et on voit comment finalement, avec l'arrivée d'une grande infrastructure qui a non seulement coupé la ville en deux, mais a également créé une différence de niveau qui va augmenter considérablement les problèmes de liaison, de relation entre les deux parties de la ville. Donc nos objectifs, c'était évidemment de créer cette centralité et de redonner cette liaison physique, visuelle, cette facilité d'accessibilité de part et d'autre des voies ferrées, et finalement, d'une certaine manière, de restituer la topographie originelle d'une façon ou d'une autre. Donc évidemment, l'enjeu principal, c'était le bâtiment de la gare, qui aujourd'hui, quand on est à la gare de Rennes, s'inscrit un peu comme un bâtiment frontal, et qui évidemment participe encore à cette différenciation entre le nord de la ville et le sud, c'est-à-dire qu'au-delà de la gare, au-delà de sa façade principale, finalement, on n'est plus dans le centre de la ville, mais on serait presque dans une banlieue de ce centre qui est pourtant tout proche. Donc notre idée fondamentale a été de finalement envisager la gare comme un espace public, et non plus comme un bâtiment, mais comme un sol. Donc je reviens à ce que je disais au début de mon propos, c'est-à-dire que c'est le sol qui va se soulever, qui va à la fois restituer la topographie et qui va permettre d'installer, d'abriter la gare en dessous, à l'intérieur de ce sol, et en même temps de restituer une liaison physique, un espace public, piéton, qui va permettre de relier de manière facile, avec des modes d'accessibilité faciles, les deux parties de la ville qui sont aujourd'hui séparées. Donc on voit c'est un petit croquis qu'on avait fait pendant la consultation, où on avait le droit de donner quelques images, et on avait donné cette image assez forte où on disait qu'effectivement, pour nous, la ville ne pouvait pas uniquement être connectée à travers la gare, c'est-à-dire que l'espace public ne peut pas uniquement traverser la gare, même si la gare est un espace public, mais il faut que ce soit l'espace public qui prenne le pas sur le côté purement fonctionnel de la gare. Donc on voit comment, à partir de ce travail un peu topographique sur les sols et sur la manière d'envisager la gare autrement que comme un bâtiment frontal, on voit comment on va diffuser et répercuter ce travail de sol qu'on a appelé un paysage construit. Donc notre projet se développe à partir de ce concept de paysage construit, de part et d'autre des voies ferrées, puisque la ZAC Euro-Rennes finalement est assez étendue. Elle a une particularité assez singulière de s'étirer de chaque côté de la voie ferrée, avec ce point focal qui est la nouvelle centralité du nouveau centre de l'agglomération, en vert plus foncé que vous voyez, qui est la gare. Donc à partir de ces éléments de paysage construit,
on va pouvoir installer après des différents modes et différents systèmes et dispositifs de construction, mais toujours à partir de cette idée que l'espace public va commander les formes architecturales, va devenir le sujet principal du projet urbain. Donc on voit là comment, sur ces images un peu conceptuelles, mais qui expriment bien cette idée de bâtiment topographique qui va passer par-dessus les voies et qui va devenir une nouvelle centralité, comment également aujourd'hui la gare de Rennes a une place au nord, qui est le côté du centre, et comment demain cette même gare va avoir deux places, que vous voyez là sur la gauche de l'image, avec la place sud qui va devenir une nouvelle centralité, un nouvel espace urbain extrêmement pratiqué par les mouvements et les flux qui vont traverser la gare du nord au sud. Donc voilà, aujourd'hui, la situation actuelle et la nouvelle situation vue du nord. Donc comment finalement, l'espace public de la place va se continuer de manière extrêmement douce et simple, en créant ces liaisons physiques, donc attractives, faciles, et en même temps ces liaisons visuelles, donc, puisque la gare n'est plus envisagée de manière frontale, mais comme la continuité de l'espace public. Voilà quelques images. Alors, après se pose la question de la construction des bâtiments, de l'architecture, des formes urbaines, des formes architecturales, qui là aussi sont envisagées à partir de nous, ce qu'on a appelé tout le système de flux. On a essayé de réfléchir sur la manière dont notre projet urbain, ce système de paysage construit extrêmement lié à la topographie, allait générer des flux. On a essayé de voir comment ces flux pouvaient générer un organisme de mouvement. Et on est parti de ces systèmes, là, sur cette image un peu conceptuelle, où comment finalement, tout à l'heure, Paul Virilio parlait d'espace atmosphérique, c'est assez en écho avec ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire que les bâtiments ne sont plus des formes urbaines théoriques et géométriques qui vont former des îlots à partir d'une trame quelconque, mais sont plutôt la résultante ils sont plutôt façonnés par tous les mouvements, tous les flux, toutes les ambiances, donc soit les flux et les mouvements des usagers, soit les ambiances atmosphériques, la lumière, le bruit, donc tout un système plutôt paysager. Et donc là aussi, le paysage construit s'entend au sens architectural, c'est-à-dire que les bâtiments sont vraiment issus de ce travail sur les mouvements, sur les flux et sur les flux et je dirais les reflux qui vont être générés par toutes les liaisons que nous avons mis en place. Donc voilà en fait ici sur ce dessin qui montre bien la manière dont on a travailler pour dessiner finalement les formes architecturales, pour les implanter. Là, ce dessin représente en fait tous les systèmes de liaison qui sont piétonnes, automobiles, praticables par les modes de transport collectif. Et comment sur ces liaisons, on est venu implanter à la fois donc, la gare, le bâtiment gare qui je le rappelle, n'est plus un bâtiment, et comment on a implanté dans cette partie-là qui s'appelle l'îlot Féval, un certain nombre de bâtiments qui ne vont plus s'envisager comme des îlots fermés avec des façades principales, des façades arrière, des cours intérieures, mais plutôt comme des bâtiments vraiment dans le sens et dans le mouvement de cet espace public. Donc, il s'agit ici d'une partie de la partie centrale de la ZAC Eurorennes, qui est évidemment bien plus grande que ça, mais donc cette partie-là illustre bien le travail assez fort, assez prégnant qu'on essaie de mettre en place entre cette notion de paysage construit en tant qu'espace public, pouvant produire des formes urbaines, des formes architecturales particulières, complètement liées au flux, aux mouvements et aux circulations qui sont inscrites dans le site.
Donc voilà, une fois qu'on a installé ces bâtiments, comment on retrouve un paysage urbain avec des places, des rues, des promenades, donc la principale étant cette continuité d'espace public que vous voyez en marron un petit peu clair, qui va passer à travers et dessus et sur les côtés de la gare. Donc la gare est complètement traversée, innervée, distribuée par cet espace public qui est complètement en continuité avec les deux places, les deux parvis nord et sud. Et puis comment ces mouvements et ces flux, cet organisme de circulation publique va créer à la fois également des bâtiments. Donc voilà quelques images, cette idée aussi de créer une espèce de densité très forte qui en même temps peut être adoucie par la présence d'une densité aussi végétale. Donc effectivement dans le paysage construit, il y a aussi cette notion de paysage que l'on travaille avec l'agence Terre et qui à chaque fois va installer cette dialectique entre construction, paysage, végétalisation et espace public. Donc voilà quelques images de la concrétisation des formes urbaines induites par ce travail, avec donc des émergences qui sont liées à des points stratégiques et à leur situation dans la ville. Donc deuxième vision, c'est cette idée que j'appelle la théorie des sols à pratiques multiples. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on va assister à cette grande transformation du sol de toutes sortes d'espaces publics qui va advenir. C'est-à-dire qu'on va, là où aujourd'hui encore on essaie d'améliorer le plus possible la séparation ou de faire cohabiter, même dans les projets les plus contemporains, dans les projets les plus aboutis, de faire cohabiter circulation automobile, circulation de modes doux, divers usages. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer de plus en plus, c'est qu'on va avoir des pratiques qui vont être simultanées, qui vont être décalées et qui vont aboutir à finalement occuper ces espaces et ces sols de manière réversible, flexible. Et là où on a un parc automobile, on pourra avoir dans le même temps des pratiques sportives, des pratiques de détente et de promenade. Et donc c'est ce que j'ai essayé de montrer là sur ces quelques petites images qui sont un peu provocatrices, mais qui je pense, résument assez bien ce qui va se passer. Donc j'ai résumé ça sous le terme de jardin à voiture, donc qui est une image assez forte, assez provocatrice, mais qui finalement vise à dire qu'il faut essayer de ne pas figer ces problèmes de pratiques d'espace public, de pratiques multiples d'espace public dans des systèmes qui tendraient à séparer les flux ou qui même essaieraient d'améliorer ces pratiques de séparation de flux le mieux possible, mais plutôt de voir comment un seul particulier peut accepter, s'il est vraiment libre, plusieurs usages successifs ou simultanés. Donc on voit ici alors une des dimensions qu'il faut prendre en compte, c'est, je pense, on assiste aujourd'hui à une espèce d'accélération de la façon dont la voiture va évoluer. Je pense que ça va aller très très vite. Je pense que d'ici 5 ans, on va avoir une transformation assez considérable de ce qu'on connaît aujourd'hui de la voiture. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus, voire totalement des voitures à moteur électrique, donc qui vont avoir une pollution complètement différente. Enfin, tout ce qu'on connaît avec le moteur atmosphérique va être éliminé. D'une part, ces voitures vont être réduites, et donc on va pouvoir envisager ces voitures un peu comme des meubles qu'on va pouvoir traîner, laisser, abandonner. Et l'idée de ce concept de jardin à voiture, c'est de dire que finalement, il faut essayer d'envisager le mode de circulation et de stationnement des automobiles d'une manière complètement différente. Et ainsi avoir des pratiques dans un même espace où on pourrait garer ces nouveaux types d'automobiles, mais qu'à différentes heures de la journée, on pourrait avoir ce qui se passe dans un jardin, du pique-nique, de la détente ou des activités sportives. De la même façon,
je pense qu'il faut absolument imposer, alors là je pense qu'il faut en passer par des règlements, il faut imposer de nouvelles façons de considérer tout ce qui est parking inséré dans les bâtiments. Je pense qu'il faut absolument arrêter de faire des parkings en sous-sol, c'est une aberration totale. On peut peut-être faire des parkings en superstructure, donc là je montre le bâtiment que nous avons réalisé sur le site Sopin, donc sous un bâtiment de bureau, trois niveaux de parking en superstructure, mais qui malheureusement, ce parking qui est dédié en grande partie pour les bureaux qui sont au-dessus, donc le soir, le week-end, est absolument vide. Et donc on peut voir que ces parkings pourraient se transformer en marché, une partie de la semaine pourrait se transformer en activité sportive, donc pourrait être envahie par toutes sortes d'activités à partir du moment où on impose aux constructeurs de mettre en place les moyens de la réversibilité de ces espaces. Et évidemment, ce qu'on ne pourrait pas faire ici, parce qu'on a des hauteurs de plafond qui sont liées au stationnement automobile, qui ne sont pas forcément très compatibles avec des espaces de logement ou de bureau, mais évidemment, on aurait tout à gagner à considérer que ces espaces très coûteux qu'on est en train d'installer sous ou dans les centres urbains et dans les bâtiments qui sont construits dedans, on est en train de faire des espaces qui, si on ne prévoit pas leur réversibilité ou leur occupation simultanée par d'autres pratiques, vont devenir des espaces dont on ne saura pas quoi faire et qui vont coûter très cher pour rien. Donc ça, cette idée de réversibilité, liée notamment, principalement à l'activité du stationnement automobile, c'est une idée qui, je pense, va d'une certaine manière et très rapidement faire jour. Il faut absolument que les pouvoirs publics s'en emparent, que de nouvelles réglementations imposent que dans les règlements de construction, on arrive à faire en sorte que ces lieux de stationnement puissent être dédiés à d'autres modes d'usage, à d'autres usages. Donc ce qui m'amène à la troisième réflexion, qui là aussi part aussi de cette réflexion sur la manière d'envisager de nouveaux sols, de nouveaux territoires à conquérir. Donc on s'est intéressé beaucoup aux espaces libres, aux espaces de stationnement des grands centres commerciaux, donc notamment là c'est à Paris, dans la périphérie du Grand Paris. On s'est aperçu, par exemple, un petit calcul rapide, que les 50 plus grands centres commerciaux avaient des surfaces extérieures de stationnement qui équivalaient à 3 km². 3 km², c'est à peu près la surface d'un arrondissement de Paris, le 10e arrondissement de Paris. Donc il y a là un territoire, un foncier extraordinaire, un potentiel de construction extraordinaire qui aujourd'hui est dédié à une seule activité, l'activité commerciale. Et donc dans notre travail, à la fois sur la manière de reconquérir de nouveaux fonciers, de retravailler sur ces sols flexibles et réversibles, on a mixé ça avec une réflexion qui est aussi une des réflexions primordiales dans le Grand Paris, qui est celle du logement. Et donc on s'est aperçu que finalement ces territoires pouvaient présenter des potentialités extraordinaires en termes d'attractivité, d'échange, de connexion, puisqu'il faut savoir que ces centres commerciaux sont les endroits les mieux connectés de fait, et notamment par les transports en commun de la périphérie parisienne, si on accepte les gares RER. Donc là, il y a un paradoxe, qui est que finalement, il y a une très grande richesse liée aux flux commerciaux, il y a une très grande connectivité liée aux transports en commun, et en même temps, tout ça ne sert qu'à l'activité commerciale, et ces grandes surfaces de parking ne sont occupées que très partiellement une partie de la semaine. Donc notre idée, c'est évidemment de travailler des typologies de logements, donc des formes plutôt élancées, de tours de 50 mètres de haut, qui viendraient s'installer sur une partie des espaces de stationnement des centres commerciaux. Donc on voit que là, finalement, une tour
telle qu'on va la montrer plus loin, finalement prend une vingtaine de places de parking, ce qui est assez anodin par rapport à ce que représente l'énormité de surface liée au stationnement dans les centres commerciaux. Donc on a travaillé sur des typologies de logements qui pour leur permettre de s'installer sur ces sites un peu nouveaux. Donc on considère qu'effectivement, à cette situation nouvelle doit correspondre des typologies nouvelles. Donc là, on a deux types de tours. Une qui est un peu travaillée sous la forme d'un hub central qui viendrait par l'intérieur connecter différentes activités à la fois flexibles et qui permettrait une grande mixité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre tout ce qui est dur au centre et sur les périphéries, dans une corolle périphérique, d'installer soit des logements, des bureaux, des petits équipements, libérés de toute contrainte technique. Donc voilà un peu le travail justement de cet espace interstitiel entre l'espace central et les corolles. Dans cet espace central, effectivement, on vient installer notamment les pièces humides. Donc voilà une vue de la cuisine vers le séjour à travers l'espace, le vide central. Et comment on peut aussi bien installer donc un logement, son séjour, ou des plateaux de bureaux, avec cette idée que la mixité ici doit être homéopathique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'empiler 3 ou 4 étages de logement sur 10 étages de bureaux, mais plutôt de faire une mixité qui mélange à tous les niveaux des petites unités de logement et des petites unités de bureaux et différents types de logements étudiants ou familiaux. Donc un autre système architectural de typologie qui est plutôt un système de tours avec des plateaux double hauteur, et lesquels plateaux vont devenir des places de village verticales qui vont redonner cette relation intermédiaire entre l'espace public du sol et l'espace intime privé du logement. Donc là aussi, encore, ce système favorise énormément de possibilités, de flexibilité autour des programmes. Et donc voilà comment, justement, ce travail sur cette plateforme en hauteur peuvent redonner des espaces collectifs communs, appropriés pour toutes sortes d'usages, et qui sont des relais entre l'espace public et l'espace intime. Donc encore, ça donne aussi des espaces, la réflexion typologique conçoit des espaces assez nouveaux, des espaces intérieurs assez nouveaux, et comment, là encore, ces plateformes peuvent donner lieu à des pratiques et des usages extrêmement différents. Et donc on a essayé d'appliquer ces deux systèmes, ce système typologique sur notre idée de venir coloniser les parkings de grands centres commerciaux. On a fait plusieurs tests. Là, je vous présente celui qu'on a réalisé à Rosny, donc le centre commercial de Rosny 2. Aujourd'hui, on a un schéma classique de grands entrepôts, comme tout le monde les connaît, comme Marcel Smith en a montré tout à l'heure, avec donc entouré d'une mer de parking, mais assez bien connecté. Il y a une station de RER, il y a plusieurs lignes de bus, comme c'est le cas pour tous ces grands centres commerciaux. Donc on commence à installer les tours de logement, avec cette idée que finalement, dans cet horizon de mutation, de métamorphose de ces nouvelles grandes centralités que pourraient devenir ces centres commerciaux transformés, à partir du moment où on met du logement, on va être obligé à créer de l'urbanité. Il n'y a pas d'urbanité sans logement, il n'y a pas d'urbanité sans cette mixité de programmes qui lient le travail, la détente et l'habité. Et donc, pour nous aussi, cette transformation de ces lieux qui sont extrêmement importants dans les périphéries des grandes villes et qui vont devoir muter, on pourra envisager une mutation intéressante qu'à partir du moment où on va pouvoir y intégrer du logement. Donc l'idée, évidemment, que j'expliquais tout à l'heure de ce travail sur les sols et comment les nouveaux types de sols vont pouvoir
assimiler des nouvelles pratiques, à la fois de stationnement et d'usage, de détente et de différentes activités. Et comment ce paysage qu'on connaît tous aujourd'hui va pouvoir être complètement transformé par l'implantation de ces nouveaux programmes de logement et de ce travail sur les sols qui va permettre d'envisager autrement le rapport entre le stationnement, la voiture et les usagers et les habitants. Donc voilà quelques images qui montrent comment le paysage que l'on connaît aujourd'hui peut être complètement modifié et transformé, et comment ces ensembles qui aujourd'hui sont dédiés uniquement au commerce, à une activité marchande extrêmement riche, avec beaucoup de potentiel, mais qui finalement ne profite qu'à un certain type d'activité et encore une fois une partie de la semaine, comment ces ensembles peuvent devenir des nouvelles centralités dans le Grand Paris. Voilà, donc là c'est le côté ligne de bus. Et comment aussi, l'idée aussi d'introduire une architecture extrêmement forte, donc qui ne sont que des images conceptuelles, mais l'idée derrière tout ça, c'est de dire que finalement, je pense qu'on ne peut pas compter sur l'architecture commerciale, sur l'architecture des entrepôts de vente, pour arriver à transformer, pour créer de l'urbanité. Ce sera toujours, même on voit, il y a des exemples qui sont assez intéressants, on restera toujours dans cette architecture commerciale. Je pense que l'architecture du logement peut seule arriver à transformer et à créer cette urbanité nouvelle, cette architecture contemporaine et urbaine qui permettra de transformer ces zones en véritables centres urbains. Donc là, on est du côté du RER, là, dont on voit la station sur la gauche, et on voit que voilà, ces espaces sont considérablement encombrés de parkings en superstructure, à même le sol, qui sont la plupart du temps assez vides, et comment voilà, une activité différente peut venir engendrer une réalité d'espace public et des pratiques et des usages du sol différentes. Voilà, donc c'était ma dernière image. Je vous remercie.